ce qui favorise la liberté contractuelle et la prévisibilité des relations internationales. 2. La Cour de justice de l'Union européenne a également consacré cette solution. 2. En ce qui concerne la forme de l'acte juridique, la règle traditionnelle est de soumettre la forme de l'acte à la loi du pays où il a été conclu. Cependant, cette règle a été adaptée pour les contrats conclus à distance, où il peut être difficile de déterminer le lieu de conclusion de l'acte. Dans ce cas, la Cour de cassation a décidé que la règle de la loi du lieu de conclusion de l'acte était facultative. Ainsi, les parties peuvent choisir de respecter la loi du lieu de conclusion de l'acte ou les conditions de forme prévues par la loi applicable au fond. 2. Il convient de noter qu'il existe une exception à ce caractère facultatif en matière de mariage. Selon l'arrêt Chaplin de 1963, la loi du lieu de célébration du mariage est impérative et s'impose. 2. En ce qui concerne les faits juridiques, ils sont régis par la loi du pays où ils se produisent. Par exemple, les conséquences d'un accident de la circulation seront régies par la loi du pays où l'accident s'est produit. 2. C. Les actes juridiques dans le cadre familial. Dans le cadre familial, les actes juridiques sont soumis à des règles de conflit spécifiques. En ce qui concerne les actes juridiques extrapatrimoniaux, c'est-à-dire les actes qui ne portent pas sur des biens, le fond de l'acte est soumis à la loi personnelle des parties. Cela signifie que la loi applicable est celle de l'État dont les parties possèdent la nationalité. Par exemple, en matière de mariage, la loi applicable aux effets personnels du mariage est la loi nationale commune des époux, et à défaut, la loi du domicile commun. Ces critères de rattachement alternatifs, la nationalité et le domicile, sont considérés comme des rattachements stables, en lien avec la stabilité de l'institution du mariage. 3. En ce qui concerne les régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les règles qui régissent les biens des époux pendant le mariage, la loi applicable est celle du premier domicile conjugal. Cette règle vise à prendre en compte la situation de fait des époux au moment de la célébration du mariage. 3. Pour les successions, la règle traditionnelle était de distinguer entre les successions mobilières et immobilières. La loi compétente pour une succession mobilière était celle du dernier domicile du défunt, tandis que pour une succession immobilière, c'était la loi du lieu de situation de l'immeuble. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du règlement succession en 2015, l'intégralité de la succession est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, sauf si le défunt a choisi de soumettre sa succession à la loi de sa nationalité. 2. Ces règles de conflit spécifiques dans le cadre familial visent à prendre en compte les particularités et les enjeux propres aux relations familiales, en favorisant la stabilité et la prévisibilité des situations juridiques. 2 règlements, UE, numéro 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la chapitre 2. Les méthodes concurrentes à la méthode bilatérale. Les méthodes concurrentes à la méthode bilatérale sont des approches alternatives utilisées pour résoudre les conflits de loi. Elles rejettent partiellement ou totalement le mécanisme de la méthode bilatérale et proposent d'autres critères de rattachement ou de désignation de la loi applicable. La méthode unilatérale consiste à appliquer la loi du pays, qui se contente de dire quand sa loi sera compétente, indépendamment des autres critères de rattachement. Cela signifie que la loi compétente est déterminée par la volonté du législateur de ce pays. La méthode des lois de police, également appelée méthode de l'ordre public, prévoit que les lois de l'état du fort, considérées comme impératives et cruciales pour la sauvegarde de l'ordre juridique, s'appliquent de manière impérative à la situation, peu importe que celle-ci soit internationale. La méthode des règles matérielles, également appelée méthode de reconnaissance des situations, consiste à reconnaître l'existence d'un droit subjectif acquis par les parties sans appliquer de règles substantielles spécifiques. Le juge se contente de constater l'existence du droit et de le reconnaître. Ces méthodes concurrentes visent à apporter des solutions plus adaptées aux situations internationales et à favoriser l'obtention d'un résultat équitable. Elles peuvent être utilisées en complément ou en remplacement de la méthode bilatérale, en fonction des spécificités du litige et des législations nationales. Section 1. La méthode unilatéraliste. La méthode unilatéraliste est une approche de résolution des conflits de loi, qui consiste à appliquer la loi du pays, qui se contente de dire quand sa loi sera compétente, indépendamment des autres critères de rattachement. Cette méthode est basée sur le principe que chaque État a le droit de déterminer les cas dans lesquels sa loi s'appliquera, sans empiéter sur la souveraineté des autres États. 1. Par exemple, en France, l'État et la capacité des personnes domiciliées en France sont régis par la loi française, selon le critère unilatéral du domicile.
Cela signifie que la loi française s'appliquera à ces personnes, indépendamment de leur nationalité ou de la loi applicable dans leur pays d'origine. La méthode unilatéraliste vise à préserver la souveraineté des États en leur permettant de déterminer les cas dans lesquels leur loi sera compétente. Cependant, cette méthode peut poser des difficultés pratiques lorsqu'il y a des conflits négatifs ou positifs de compétences, c'est-à-dire lorsqu'aucune loi unilatérale ne s'applique ou lorsque plusieurs lois unilatérales veulent s'appliquer à une situation donnée. Section 2. Les lois de police. Les lois de police, également appelées lois impératives, sont des règles de droit interne d'un État qui sont considérées comme essentielles pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de ce pays. Ces lois doivent être appliquées par les juges, même si la règle de conflit de loi ne les désigne pas explicitement. La notion de loi de police n'est pas clairement définie dans le Code civil français, mais elle est reconnue par la jurisprudence. Par exemple, la Cour de cassation a qualifié de loi de police les règles françaises relatives au droit moral de l'auteur et au loyer pour les immeubles situés en France, qui doivent s'appliquer quelle que soit la loi applicable dans le contrat. L'Union européenne a également reconnu la notion de loi de police dans le règlement Rome, qui porte sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon l'UE, les lois de police sont des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, au point d'en exiger l'application à toutes les situations relevant de leur champ d'application, indépendamment de la loi applicable d'eux. La qualification d'une règle interne en tant que loi de police peut être faite par le législateur lui-même, comme dans le cas de certains articles du Code civil ou du Code monétaire et financier. Dans d'autres cas, c'est au juge d'identifier le caractère de loi de police d'une règle interne d'eux. Les lois de police ont pour objectif de garantir la protection des intérêts publics d'un État et de préserver son ordre juridique. Elles peuvent être utilisées pour écarter l'application d'une loi étrangère normalement compétente dans une situation donnée de un arrêt Hudson de 1991 de règlement Rome et de l'Union européenne. 1. Identification des lois de police. La notion de loi de police est une notion de droit international privé qui est présente dans le Code civil français à l'article 3.1. Cependant, le législateur ne fournit pas de définition précise de cette notion. On peut dire que les lois de police sont des règles de droit interne d'un État qui sont considérées comme essentielles pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de ce pays. La jurisprudence interne a également contribué à l'identification des lois de police. Par exemple, la Cour de cassation a qualifié de loi de police les règles françaises relatives au droit moral de l'auteur et au loyer pour les immeubles situés en France. L'Union européenne a également reconnu la notion de loi de police dans le règlement Rome, qui porte sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon l'UE, les lois de police sont des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, au point d'en exiger l'application à toutes les situations relevant de leur champ d'application, quelle que soit la loi applicable d'eux. Il convient de noter que la qualification d'une règle interne en tant que loi de police peut être faite par le législateur lui-même, comme dans le cas de certains articles du Code civil ou du Code monétaire et financier. Dans d'autres cas, c'est au juge d'identifier le caractère de loi de police d'une règle interne d'eux. Un arrêt Hudson de 1991 de règlement Rome et de l'Union européenne. 2. Le régime des lois de police. Le régime des lois de police comprend deux aspects. Le régime des lois de police du fort et le régime des lois de police étrangères. Le régime des lois de police du fort concerne la loi de police édictée par l'état du juge qui est saisi du litige. Dans ce cas, l'application impérative de la loi de police s'impose au juge en raison de l'intérêt crucial qu'elle représente. Le juge applique la loi de police avant même de consulter la règle de conflit de loi. Cependant, la loi de police ne peut pas s'appliquer de manière automatique, il est nécessaire de définir le champ d'application de chaque loi de police pour justifier son recours. Le régime des lois de police étrangères concerne les lois de police d'un État étranger, qui sont applicables à une situation donnée. Lorsqu'une loi de police étrangère est invoquée, le juge du fort doit décider si cette loi de police doit être appliquée ou non. En général, les tribunaux sont réticents à appliquer les lois de police étrangères, car cela peut entraîner une ingérence excessive dans la souveraineté d'un autre État. Cependant, si l'application de la loi de police étrangère est nécessaire pour protéger un intérêt crucial, le juge peut décider de l'appliquer. Il convient également de mentionner l'hypothèse d'un conflit de lois de police, c'est-à-dire lorsque les lois de police de différents États entrent en conflit.
Dans ce cas, le juge doit décider quelle loi de police doit prévaloir en fonction des intérêts en jeu et des circonstances particulières de l'affaire. Un arrêt Hudson de 1991. A. Le régime des lois de police du fort. B. Le régime des lois de police étrangères. C. Le conflit de lois de police. Le conflit de lois de police se produit lorsqu'il y a une concurrence entre les lois de police de différents États. Dans ce cas, le juge doit décider quelle loi de police doit prévaloir en fonction des intérêts en jeu et des circonstances particulières de l'affaire. Si l'une des lois de police en conflit est la loi de police du fort, c'est-à-dire la loi de l'État où le juge est saisi du litige, alors le juge devra faire prévaloir cette loi de police. En revanche, si le conflit oppose deux lois de police étrangères, il n'y a pas de réponse claire. Dans ce cas, le juge devra examiner le contenu des lois de police en question et évaluer les objectifs poursuivis par chacune d'entre elles. Si les deux lois poursuivent le même but, le juge peut appliquer la loi la plus sévère, pour s'assurer que le résultat souhaité soit atteint. Cependant, si les deux lois poursuivent des objectifs opposés, le juge devra examiner attentivement les intérêts en jeu et les circonstances spécifiques de l'affaire, pour décider quelle loi de police doit prévaloir. Il convient de noter que le conflit de lois de police peut être complexe et nécessite une analyse approfondie de chaque situation spécifique. Les juges doivent prendre en compte les intérêts des parties, les objectifs des lois de police en conflit et les principes généraux du droit international privé pour parvenir à une décision équitable. Un arrêt Hudson de 1991. Section 3. Les règles matérielles. Falta. Section 4. La méthode de la reconnaissance. Falta. Titre 2. La mise en œuvre de la méthode bilatérale. La structure de la règle de conflit bilatéral comprend deux étapes, la qualification et la localisation. La qualification consiste à déterminer la nature juridique de la question posée. Par exemple, s'il s'agit d'une question de responsabilité délictuelle, de contrat, de droit de la famille, et que cette étape permet de catégoriser la question et de déterminer les règles de droit applicables à cette catégorie. La localisation consiste à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. Cela se fait en utilisant un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le lieu où l'accident s'est produit sera le facteur de rattachement le plus approprié pour déterminer la loi applicable. La règle de conflit bilatéral cherche à désigner la règle substantielle qui servira à résoudre le litige au fond. Pour opérer cette désignation, elle va opérer un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence, en fonction de la nature de la question posée au juge. Il convient de noter que la règle de conflit bilatéral est neutre, car elle ne vise pas à privilégier une solution par rapport à une autre. Elle cherche simplement à désigner la loi applicable en fonction des critères de qualification et de localisation. 1 Kever, D.F. 1965. Teshuasov Process. T.Al Live Journal, 75, 6, 1019, 1062. Chapitre 1. La structure de la règle de conflit bilatéral. La structure de la règle de conflit bilatéral comprend deux étapes, la qualification et la localisation. La qualification consiste à déterminer la nature juridique de la question posée. Par exemple, s'il s'agit d'une question de responsabilité délictuelle, de contrat, de droit de la famille, et que cette étape permet de catégoriser la question et de déterminer les règles de droit applicables à cette catégorie. La localisation consiste à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. Cela se fait en utilisant un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le lieu où l'accident s'est produit sera le facteur de rattachement le plus approprié pour déterminer la loi applicable. La règle de conflit bilatéral cherche à désigner la règle substantielle qui servira à résoudre le litige au fond. Pour opérer cette désignation, elle va opérer un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence, en fonction de la nature de la question posée au juge. Il convient de noter que la règle de conflit bilatéral est neutre, car elle ne vise pas à privilégier une solution par rapport à une autre. Elle cherche simplement à désigner la loi applicable en fonction des critères de qualification et de localisation. 1 Kever, D.F. 1965. Teshuasov Process.
Théal Live Journal, 75, 6, 1019, 1062. Section 1. La qualification. 1. Le principe de la qualification l'euphorie. Le principe de la qualification l'euphorie est unanimement admis en droit international privé. Selon ce principe, la qualification d'une question de droit doit se faire selon la loi du fort, c'est-à-dire la loi de l'État où le juge est saisi. Cela signifie que le juge va utiliser les conceptions et les catégories du droit interne de l'État où il exerce sa juridiction pour qualifier la question de droit posée. Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation française dans un arrêt du 22 juin 1955, l'arrêt Karaslani. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer la validité d'un mariage entre deux Grecs célébré en France. La Cour de cassation a estimé que la qualification devait se faire l'euphorie, c'est-à-dire selon les conceptions du droit français, et non selon le droit grec. Cette décision a établi le principe de la qualification l'euphorie en droit international privé français. Ce principe de qualification l'euphorie permet d'assurer une certaine cohérence et prévisibilité dans la résolution des litiges internationaux. Il évite également les conflits de qualification entre différents systèmes juridiques. Un arrêt Karaslani, Cour de cassation française, 22 juin 1955. A. Le fondement de la qualification. Le fondement de la qualification en droit international privé repose sur le principe de l'autonomie de la volonté des parties. Selon ce principe, les parties sont libres de choisir la loi applicable à leurs relations juridiques, à condition que ce choix soit valable et ne contrevienne pas à l'ordre public international. Ce fondement est également soutenu par le principe de la prévisibilité et de la sécurité juridique. En permettant aux parties de choisir la loi applicable, cela leur permet de connaître à l'avance les règles qui régiront leurs relations et de planifier en conséquence. Il convient de noter que le choix de la loi applicable peut être exprès, c'est-à-dire fait de manière explicite par les parties dans un contrat ou une convention. Il peut également être implicite, c'est-à-dire déduit des circonstances de l'affaire ou des comportements des parties. B. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort est un concept développé par la doctrine française en droit international privé. Selon ce concept, le juge peut choisir la catégorie de loi du fort qui sera applicable à un litige donné, en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Par exemple, si la question concerne la validité d'un contrat, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit français relatives au contrat. Si la question concerne la responsabilité délictuelle, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit français relatives à la responsabilité civile. Ce choix de catégorie permet au juge de sélectionner les règles de droit du fort, qui sont les plus appropriées, pour résoudre le litige, en fonction de la nature de la question posée. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre les règles de droit appliquées et les enjeux spécifiques du litige. 1. Conflit externe. Le choix de catégorie parmi les différentes catégories des lois du fort est un concept qui concerne le conflit externe en droit international privé. Il s'agit de la situation où les règles de conflit de loi du fort désignent la loi d'un autre État, pour régir une question de droit donné. Dans ce cas, le juge du fort va devoir choisir la catégorie de loi du fort qui sera applicable à la situation, en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Par exemple, si la question concerne la validité d'un contrat, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit du fort relatives au contrat. Si la question concerne la responsabilité délictuelle, le juge peut choisir d'appliquer les règles de droit du fort relatives à la responsabilité civile. Ce choix de catégorie permet au juge de sélectionner les règles de droit du fort, qui sont les plus appropriées, pour résoudre le litige, en fonction de la nature de la question posée. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre les règles de droit appliquées et les enjeux spécifiques